Chers Français, chères Françaises, bonjour. Les amis les requins, j'espère tous que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est une FAQ, donc j'ai posé les questions sur Instagram. Vous avez été très nombreux à me répondre et je vous en remercie. Donc je vais répondre aux questions que j'ai pu sélectionner, qui ne seront pas trop longues évidemment. Voilà, il y a tout type de questions, il y aura forcément tout type de réponses. Je suis vraiment super perspicace comme mec. On se retrouve juste après la petite intro, comme d'habitude, le petit générique. Je vous dis à tout de suite les requins, c'est parti. Les amis les requins, j'espère que vous avez la forme. Puis on va parler d'hydratation. Oh ma belle, ma belle. Donc les amis, nous allons voir tout de suite une étude qui date de 2018. Les requins, l'introduction, le générique est terminé, donc nous allons tout de suite commencer cette vidéo. Mais avant de la commencer, comme d'habitude, je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est très important pour moi. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos, à suivre mon contenu, à commenter, à liker et bien évidemment, j'espère que vous allez vous abonner. Voilà. Donc, c'est parti, je prends mon téléphone, je prends les questions et on va y répondre une par une. Donc les amis, première question de Paul Basique. Alors, j'ai dit Paul, Paul Basique. Tout ça, bien sûr, c'est sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à le faire, Florent-du-bas d'Horizon. Donc, peut-on pratiquer bodybuilding et powerlifting en même temps et surtout correctement? Eh bien, Paul, la réponse plutôt, c'est bien sûr oui. Et l'exemple concret, Morganast qui a intégré Iron Shark Nutrition, il en est la preuve vivante. Regardez Morgan, il a accumulé justement ses titres en powerlifting et en bodybuilding, sachant que Morgan ne s'entraînait pas exclusivement pour le powerlifting, ni même pour le bodybuilding. Il y avait un mix des deux, mais beaucoup plus centré sur justement la préparation physique pour le bodybuilding, donc un entraînement spécifique body, il n'a pas vraiment fait de force. Mais Morgan est quelqu'un de très fort, et de ce depuis qu'il a commencé, je pense qu'il est tombé dans la marmite de potions magiques lorsqu'il était petit. Je pense que Morgan finalement s'appelle plutôt Obélix. Donc Morganast en est l'exemple concret. Vous pouvez bien évidemment concilier les deux, au même titre que vous pouvez concilier d'autres sports en parallèle de la musculation, tels que le tennis, le foot, les sports de combat, etc. etc. Donc tout est possible, il suffit juste de s'adapter et de faire les choses nécessaires pour bien y arriver. Deuxième question qui nous vient de Thomas. Donc, tu as combien d'athlètes et en quelle catégorie? Le nombre d'athlètes aujourd'hui que j'ai, je ne sais pas vraiment, je n'ai pas fait le calcul, je dois en avoir à peu près, je pense, un petit peu plus d'une vingtaine d'athlètes, à peu près. Donc, sachant qu'avant, j'en avais beaucoup plus, mais j'ai préféré justement diminuer le nombre d'athlètes pour vraiment me consacrer au niveau des athlètes par passion, en fait, à cette préparation physique, etc., parce que ça demande énormément de temps. Quelle catégorie? Eh bien, j'en ai en bikini, j'en ai en classique physique, j'en ai en men's physique, j'en ai en bodybuilding. Après, voilà, pas de particularité, je suis un petit peu multitâche, on va dire, et surtout, je connais très bien les critères, puisque ça fait maintenant plus de 10 ans que je côtoie le milieu de la compétition. Donc, chaque préparation est unique, quelle que soit la catégorie. La préparation se diffère, en fait, entre un athlète et un autre dans la même catégorie. Donc, chaque préparation est une expérience à vivre, et c'est vraiment unique à chaque fois. Alors ensuite, on a Kevin qui nous dit « Quelle est ton anecdote la plus farfelue en coaching ?» et dans le drôle, dans le comique. Pour ça, je vous invite vraiment à voir ma vidéo qui traite justement des choses les plus aberrantes qu'on a pu me dire en coaching. L'anecdote, c'est la numéro 1 que j'ai pu mettre dans ma précédente vidéo où la personne en question, qui était coachée, je lui ai dit de prendre, je ne sais plus la quantité exacte, mais c'était 200 grammes de riz cru. J'avais marqué de riz cru. Bien évidemment, c'était pesé cru. L'a réellement mangé cru et ne l'a jamais cuit. Donc c'était assez drôle et pour moi ouais, c'était vraiment l'anecdote la plus poussée parce que je ne pensais pas qu'on puisse manger du riz cru et je pense que ça ne doit pas être terrible. Donc voilà, si vous voulez tenter l'expérience, libre à vous, moi en tout cas, je ne m'y attelle pas. Ensuite, nous avons une question très intelligente. Est-ce que tu baises? Bien évidemment, bien évidemment. Et beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas pourquoi cette question est là, mais bon, apparemment, elle a été sélectionnée. Que voulez-vous que je vous dise? Question super intéressante. Oula, le pseudo. Sefkan of Steel. Comment se passe une journée type avec tes athlètes, quand tu es avec eux, prépa ou non? Alors, à savoir que moi, je coach
uniquement à distance. Mais par contre, lorsque je vois mes athlètes, que ce soit pendant la préparation ou lorsque l'on va en compétition ensemble, la façon dont se déroulent les choses, eh ben c'est simple, c'est-à-dire que je suis présent avec eux H24. Voilà. C'est-à-dire que même en étant à distance, si vous voulez, nous sommes en communication par WhatsApp. Ils me font plusieurs bilans par jour et en fait, je fais un plan de base sur la diététique, mais qui se modifie au fur et à mesure des bilans. C'est très important d'être calibré au millimètre près. Donc même à distance, je suis très présent. La preuve, lorsque je fais, en fait, en général, lorsque je suis des compétiteurs, même si je ne suis pas sur la compétition, ce qui peut arriver, eh bien, nous faisons des bilans très régulièrement et en général, je ne dors pas pendant quasiment 3 jours. Voilà, pour vraiment être disponible, même la nuit. Je demande à mes athlètes de se lever à 2 h du mat pour faire un check-up. Je leur demande de me refaire un bilan à jeun, etc., etc. Donc ça n'arrête pas. Pour vous dire, même lorsque j'étais en compétition avec Marco au Tampa Pro, j'avais à la fois Marco à gérer, du coup, à Tampa, donc aux États-Unis, et j'avais en même temps, du coup, des bikinis qui se situaient en Pologne, par exemple. Donc, avec le décalage horaire, j'ai dû à la fois assurer le passage de Marco chez les pros et assurer le passage de mes bikinis. Donc, je crois qu'il y avait, si je ne dis pas de bêtises, 6 ou 8 heures de décalage. Donc forcément, j'ai dû travailler toute la nuit, etc. etc. Donc j'ai dû enquiller la compète sur place, la nuit en rentrant pour les bikinis, etc. Donc c'est une organisation, ça génère beaucoup de fatigue. C'est pour ça que je vous dis encore une fois que c'est un métier que l'on fait avec passion et avec le cœur. Sinon, c'est impossible de durer dans le temps. Donc c'est toujours avec grand plaisir que je le fais avec les personnes motivées à réussir et à avancer. Ça, je l'ai fait plein de fois hein, lorsque j'étais en voyage, en déplacement, même s'il y a un décalage horaire. Ça ne doit en aucun cas impacter l'athlète et je suis toujours présent jusqu'au dernier moment et jusqu'à la victoire, bien sûr. Alors, on a Lucas qui nous pose la question « Pourquoi la musculation ?» Au début, je n'ai pas compris vraiment la question. Puis finalement, je pense que Lucas a voulu poser comme question « Pourquoi avoir choisi la musculation ?» Eh bien, si vous voulez, la musculation, pour moi, est un sport, finalement, qui a servi, en parallèle d'autres sports, de renforcement musculaire. Et j'y ai vraiment pris goût. Pourquoi ? Parce que la musculation a pour objectif, en fait, de vous inscrire dans un mode de vie, dans un fonctionnement, dans une hygiène de vie plus globale. Et les résultats, en fait, ne vont pas juste se faire via l'entraînement. Derrière, ça vous suit au quotidien. Il y a la diététique, il y a l'entraînement, l'hygiène de vie en général, hein, donc le sommeil, etc., même si je suis très mal placé pour parler du sommeil. En général, c'est quelque chose, moi, qui m'a permis d'évoluer à la fois dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle. Pourquoi ça a permis de me réguler ? Je suis quelqu'un qui a un passé très compliqué. Je suis quelqu'un qui, on va dire, partait sur le mauvais chemin et ça m'a vraiment permis, dans ma vie au quotidien, eh bien, de me réguler, d'avoir un rythme de vie, d'avoir une hygiène de vie, d'éviter de faire certaines bêtises. Pourquoi ? Tout simplement parce que je voulais absolument évoluer dans ce sport. Je voulais vraiment optimiser mes résultats. Donc pour moi, ce n'est absolument que du positif. Ensuite, nous avons Vincent qui nous demande quel est le plus gros challenge qu'un de tes élèves t'a demandé pour une transformation. Alors Vincent, écoute, le challenge le plus important, à chaque fois, ça a été sur de la perte de poids. J'ai des personnes qui pesaient plus de 150 kg. J'ai encore une personne en coaching qui pesait plus de 130 kg. Et on a réussi à chaque fois ensemble, et je dis bien ensemble parce que c'est un travail d'équipe, ce n'est pas que le coach, le mérite ne doit pas aller que au coach, mais à l'élève qui suit aussi le plan, puisque c'est un travail à la fois sur la diététique, mais un travail aussi psychologique. Eh bien, on a réussi à perdre quasiment une trentaine de kilos sur l'année, sur la première année de coaching. Bien évidemment, vous perdez toujours beaucoup de poids au début d'une grosse perte de poids, et ensuite, ça a tendance à diminuer. Normal, si vous perdez 30 kilos tous les ans, au bout d'un moment, vous allez peser 20 kilos. Donc, non, c'est vraiment quelque chose d'assez complexe, c'est un challenge à chaque fois. Pourquoi ? Parce qu'on ne se bat pas juste avec une diététique et un entraînement, mais on se bat aussi, si vous voulez, avec la psychologie, avec la façon de voir les choses, avec en fait une nouvelle vie qui commence. Et ça, c'est très perturbant pour ces personnes-là, y compris pour moi, parce que tout est revu. Si vous voulez, vous changez la garde-robe, vous changez la vision des gens. Les personnes portent un regard sur vous et ce regard va changer. Votre inscription dans la vie sociale et quotidienne, professionnelle, personnelle, vos relations humaines, vos relations intimes, etc. Donc ce sont pour moi les plus gros challenges et ceux qui me tiennent toujours le plus à cœur. Je parlerai également aussi de l'anorexie. Il y a des personnes que j'ai sorties de l'anorexie puisqu'on est dans le même combat, mais de façon opposée, mais c'est tout pareil. C'est-à-dire que la psychologie, le fait de manger plus, le fait de se voir autrement dans un miroir, de porter un plus beau regard sur soi, et non pas que sur son physique, mais sur la personne que l'on est aussi. Voilà pourquoi ça reste pour moi les challenges les plus importants. Et après, si je citais vraiment la performance et le bodybuilding, bien évidemment, le challenge d'avoir fait remporter la carte pro à Marco, et je l'espère bientôt
votre carte pro, cette fois-ci en bikini. Donc chaque challenge, c'est une aventure unique, à part, et ça permet en fait de diversifier les émotions, voilà. Ensuite, on a une question de Albéric. Comment établir une diète cyclique? Alors une diète cyclique, je ne vais pas pouvoir dire explicitement comment la préparer, mais je vais la résumer. Eh bien, une diète cyclique, en fait, si vous voulez, c'est que vous allez faire un cyclage des glucides. Ça paraît bête ce que je dis, mais c'est très simple et à la fois très compliqué à mettre en place. Pourquoi? Parce que le cyclage des glucides dépend d'une personne à une autre. Lorsque je vois des programmes tout faits où on vous dit il faut absolument faire 2 jours bas en glucides, 1 jour moyen, 1 jour haut, ou alors 4 jours bas, 1 jour haut, etc. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vraiment selon vos objectifs, premièrement, selon votre métabolisme, selon votre morphologie, selon beaucoup de choses. Et chaque personne est unique. Mais le principe consiste en quoi? Eh bien, de faire une journée basse en glucides, d'accord? Avec très peu de glucides. Ensuite, vous pouvez basculer sur une journée que l'on va appeler peut-être moyenne. Donc là, on augmente un petit peu les glucides. Et vous allez peut-être avoir une troisième journée que l'on va appeler journée haute. Certaines personnes, certains coachs, certaines personnes qui pratiquent elles-mêmes ce cyclage des glucides préfèrent avoir que des journées basses et des journées hautes, d'accord? C'est propre à chacun. Mais en tout cas, le principe, il est où? Le principe, il est en fait de réguler votre taux de glucides sur la semaine. C'est vrai qu'on a tendance souvent à concevoir une diététique jour par jour. Mais là, le principe de cette diète-là, en fait, c'est de choquer, de venir perturber votre métabolisme. Pourquoi? Parce que l'on sait pertinemment que le fait d'avoir une diète qui est basse en calories et basse en glucides sur le long terme va faire stagner, va ralentir votre métabolisme. Et le fait d'apporter en fait une journée plus haute en glucides va permettre justement de venir choquer ce métabolisme et donc de repartir sur une perte de poids. Ça peut être aussi intéressant sur la prise de masse parce que à force d'avoir une diète super haute en glucides, il va se générer, si vous voulez, une résistance à l'insuline. Et du coup, le fait de redescendre de temps en temps un petit peu votre diététique va faire en sorte que votre organisme puisse assimiler plus de glucides et donc de monter en poids, de monter votre masse musculaire. Donc on a Sacha qui nous dit « Comment tu réagis lorsqu'un de tes élèves fait un écart à sa diète ?» Si tu savais. In the eyes of a ranger, the unseen, 'cause the eyes of the ranger are upon... Ensuite, nous avons Sophie qui nous dit « Peut-on faire une prépa avec une insuffisance rénale ?» Les amis, je vais être franc avec vous, à partir du moment vous avez des soucis de santé, que ce soit insuffisance rénale, que ce soit des problèmes liés au foie, etc., etc. Surtout, essayez d'éviter un maximum de faire des préparations. Pourquoi? Ce n'est pas impossible, mais je pense que déjà que le sport de haut niveau n'est pas du sport santé, mettre en péril encore un peu plus votre santé serait franchement dommage. Et pour moi, je pense un peu stupide. Vous pouvez très bien en fait vous entretenir, vous pouvez très bien augmenter vos performances, continuer de progresser et d'évoluer sans avoir besoin finalement de vous lancer en prépa, de vous lancer dans quelque chose d'assez extrême. Donc faites attention à votre santé. Je ne dis pas que c'est impossible, mais il faut tomber sur la bonne personne qui vous prépare, il faut tomber sur les personnes les plus, je dirais, bienveillantes envers vous. Ça reste compliqué, donc essayez de limiter un maximum. Faites-le déjà par plaisir. Ça sera du coup beaucoup plus positif et voilà. Donc c'est mon conseil du jour. Faites très attention par rapport justement à vos pathologies, etc. Donc ensuite, j'ai Jean-François qui me dit « Salut Flo, qu'en est-il de ta blessure ?» Ah les amis, ma blessure. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vais faire une vidéo là-dessus. Je me suis blessé à l'épaule, donc je ne pourrai pas rentrer en préparation pour le moment. J'ai ce que l'on appelle une bursite. Alors une bursite avec... un épanchement d'eau. Si vous voulez, c'est une inflammation qui s'est générée au niveau de l'épaule et j'ai une calcification au niveau du tendon supraépineux. Donc, comment vous dire, je ne dois absolument pas toucher un poids sur le haut du corps pendant au minimum 3 mois et ça peut aller jusqu'à 6 mois avec rééducation chez le kiné, onde de choc pour enlever la calcification, etc. Donc, voilà, disons que psychologiquement, je le vis bien parce que je suis quelqu'un qui est toujours positif. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour faire une préparation? Non, donc je vais devoir prendre mon mal en patience, continuer à travailler, mais ne vous inquiétez pas les amis, je continue à faire 3 fois mes jambes par semaine, au moins, c'est sûr que j'aurai des grosses cuisses sur scène. Ensuite, nous avons Romain qui nous dit « Salut Flo, alors ventre toujours ballonné après chaque fin de training et je consomme 1,5 litre d'eau.
pourquoi, merci. Alors pourquoi? Déjà, forcément, 1,5 litre, ça dépend de ton poids de corps. Ça ne me paraît pas improbable, ça ne me paraît pas dangereux, loin de là. Je conseille au minimum 1 litre pendant l'entraînement, c'est très important, donc tu fais très bien de t'hydrater. Maintenant, le fait que tu aies des ballonnements, que tu sentes ton ventre gonfler, peut-être que justement tu manges ton repas pré-training trop proche de l'entraînement. Et là, forcément, tu vas te retrouver avec une gêne au niveau de ton entraînement puisque le système digestif a priorité sur ton entraînement musculaire. C'est-à-dire que le sang va affluer au niveau de ton système digestif au lieu d'affluer vers tes muscles. Donc peut-être que c'est dû à ça, ou alors certains aliments que tu ne digères pas. Donc il y a beaucoup de paramètres à voir et à revoir. Peut-être que c'est ta boisson intra-training qui ne te convient pas. Peut-être que si tu prends un sucre rapide pendant l'entraînement, celui-ci n'est pas forcément digéré, libère des gaz au sein de tes intestins. Donc, il y a plein de paramètres à revoir et à remettre en cause. Ça peut venir de plein de choses. Donc, je ne peux pas te donner de réponse précise, mais en tout cas, déjà, si tu vérifies ces points, essaye d'éliminer certaines choses, de corriger certaines choses, et peut-être que tu auras la réponse du coup. Ensuite, nous avons Thomas qui me dit « Pourrais-tu parler des stéroïdes s'il y a des dangers pour avoir des enfants plus tard, etc. » Alors Thomas, je pense que je ferai une vidéo là-dessus pour justement énumérer tous les dangers du fait de prendre ce genre de substance. Surtout que je parle en connaissance de cause. Je pense que je ferai une vidéo dédiée puisqu'il y a beaucoup de paramètres, beaucoup de points à voir. Le but, encore une fois, n'est pas de juger, etc. Et surtout que je suis très mal placé pour le faire, mais de faire de la prévention justement et de prévenir des risques encourus. Voilà. Peut-être que je ferai une vidéo et ne pas tomber non plus sur ma chaîne dans le côté on parle que de stéroïdes, de produits, etc. Je pense que beaucoup de personnes le font déjà assez comme ça. Mais peut-être, pourquoi pas, finalement, en faire une sur de la prévention et énumérer les dangers. Je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, je ferai une vidéo dédiée à ça. Je pense que sinon, nous n'avons pas assez de temps pour énumérer tous les soucis. Ensuite, nous avons Guillaume qui nous dit « Je ne m'aime pas pendant une prise de masse. Est-ce indispensable pour prendre du muscle ?» Alors Guillaume, une prise de masse pour prendre du muscle, oui, c'est indispensable. Tu ne peux pas à la fois prendre une grosse masse musculaire en étant en sèche. Tu peux toujours progresser, mais tu ne prendras pas aussi bien que si tu es en prise de masse. Maintenant, tout dépend de ta prise de masse en question. Une prise de masse ne veut pas dire une prise de gras, et vous avez souvent tendance à le confondre. Une prise de masse musculaire, vous devez être sur un taux de masse grasse aux alentours des 10-15% maximum. Si vous avez quelques kilos superflus, ce n'est pas grave. Il vaut mieux être un peu plus haut en calories que trop bas et du coup limiter sa progression. Mais par contre, vous ne devez pas non plus vous goinfrer et monter super haut en poids, histoire de vous dire que vous avez pris de la masse musculaire. Parce que la masse musculaire, concrètement, sur une personne naturelle, c'est environ 2-3 kilos par an, grand maximum. Et encore, je dis bien grand maximum. Chez une personne qui prend des produits, forcément, ça sera un peu plus élevé. Mais ne vous dites pas que vous allez pouvoir prendre 20 kilos, par exemple, en un an, etc. Ça, c'est impossible. Surtout, je vous parle bien de muscles secs, d'accord, sans masse graisseuse, sans rien. Le plus important, vraiment, c'est de vous situer, je dirais bien, 10 kg maximum au-dessus, vraiment, de votre poids si vous êtes sec. Mais vraiment maximum. Et encore, ça va dépendre du gabarit. Là, je parle vraiment des plus gros gabarits. Si vous avez tendance à être plus léger, 5 kg, c'est bien amplement suffisant. Et voilà, ne tombez vraiment pas dans l'excès, dans ce truc de dire, parce que je sais que c'est la mode, manger des burgers, manger n'importe quoi, vous allez grossir et c'est cool. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a une diète calibrée, millimétrée, il faut la suivre. Et vraiment, vous pouvez vous faire un écart de temps en temps, hein, surtout lors d'une prise de masse, mais n'en abusez pas. Et dites-vous bien que tout le travail qui est fait justement pendant cette prise de masse avec des aliments de qualité va donner, lors de votre sèche, une structure, des muscles de qualité, de la densité, un véritable muscle saillant, rocailleux, etc. Et tout ça, ça se travaille vraiment hors saison et ça, beaucoup l'oublient. Ensuite, nous avons une question de Fanouille d'Iran qui nous dit « Hello, quelques explications sur la reverse diet après divers régimes. S'ensuit une prise de poids, mais augmentation calorique lente. Merci pour tout, c'est au top. » Eh bien écoute, je vais te répondre en te disant que la reverse diet, c'est clairement dans un but en fait de réaugmenter son apport, de réaugmenter aussi son métabolisme, et ce de façon progressive. Il est dit quoi? Il est dit que si vous êtes descendu pour une perte de poids, pour une sèche musculaire, que sais-je, lorsque vous êtes bas en calories, il y a un moment où il va falloir remonter. Vous ne pouvez pas être comme ça à l'année, ça ne fonctionne pas. Donc pour remonter, si vous remontez d'un coup de 500, 1000 calories ou j'en sais rien, votre corps n'aura pas l'habitude et va stocker forcément le surplus sous forme de cellules graisseuses. Par contre, si vous remontez votre diététique, vos nombres de calories et de glucides par palier, petit à petit, je dirais maximum 10% par semaine,
grand maximum, mais allez-y encore même un peu plus mollo, eh bien votre corps en fait va s'habituer au fur et à mesure de ces changements. Et du coup, vous n'allez pas prendre énormément de poids, mais au contraire, lui, votre métabolisme, eh bien, il va s'adapter et il va brûler plus de calories pour justement avoir une routine qui vous permet en fait de consommer le nombre de calories par rapport à votre dépense, par rapport à votre métabolisme basal. Qu'est-ce que le métabolisme basal? C'est votre métabolisme de base, le nombre de calories que vous brûlez sans rien faire, d'accord? Sans activité sportive. Cherchez à augmenter palier par palier. C'est pour ça qu'on vous déconseille en fait de vous goinfrer de cochonneries, par exemple post-compétition ou après une perte de poids, etc. Parce que tout de suite, eh bien, on a ce qu'on appelle l'effet yo-yo, c'est-à-dire que vous êtes descendu en poids et vous allez tout de suite reprendre beaucoup de poids et peut-être même plus que ce que vous avez perdu. Donc faites très attention à ça. Soyez intelligent avec votre corps. Écoutez votre corps, mais écoutez aussi les conseils de professionnels qui vous conseillent vraiment de monter palier par palier et respectez-le. Et si vous faites ça, croyez-moi que vous allez pouvoir augmenter votre métabolisme, manger plus qu'avant, toujours de qualité bien évidemment, et avoir un corps qui reste fit, qui reste fin, qui reste selon vos objectifs, ce que vous avez souhaité, ce auquel vous êtes arrivé avec cette perte de poids. Ensuite, question, as-tu une catégorie d'athlètes que tu préfères préparer particulièrement? Eh bien non, je n'ai pas de préférence en particulier. J'aime tout ce que je fais, j'aime toutes les catégories et je respecte chacun de mes athlètes, quelle que soit la catégorie. Ok, je mens. Ouais, les mecs qui sont en short, c'est un peu, voilà, les filles en bikini, vive le body, quoi. Non, je plaisante, bien sûr. Si vous voulez, chaque préparation est unique. J'ai vraiment, je pense, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, beaucoup d'attachement maintenant sur la préparation des bikinis, parce que c'est encore plus complexe que ce qu'il n'y paraît. Préparer une femme est très complexe, donc j'apprécie beaucoup. Moi, plus j'ai de difficultés, plus le challenge est grand et plus j'aime ce que je fais. Mais également chez les pros, qui est encore à un niveau supérieur. Voilà, aujourd'hui, j'ai les compétences de toucher n'importe quelle catégorie et forcément, je m'éclate dans chaque type de préparation, que ce soit men's physique, etc., etc. Donc, pour moi, il n'y a pas de sous-catégorie. Chaque catégorie, en fait, a ses propres critères et il suffit juste de correspondre aux critères pour gagner. Donc forcément, chaque préparation vraiment est unique et j'aime beaucoup en fait l'ensemble, ce qui réunit en fait le bodybuilding de compétition, le fitness, etc. Voilà. Bon, à savoir quand même que j'ai plus de bikinis que d'athlètes dans les autres catégories maintenant, alors qu'avant c'était l'inverse, hein, j'avais beaucoup plus de bodybuilders que de bikini ou men's physique, etc. Si vraiment je devrais donner une catégorie en particulier que j'aime regarder déjà, je parle vraiment en tant que spectateur, en tant qu'adepte du bodybuilding, c'est la catégorie classique physique, vraiment. Je trouve qu'on est sur un bon état d'esprit, on est sur des critères qui sont atteignables, faisables, ce n'est pas disproportionné et pour moi c'est vraiment l'avenir en fait dans le bodybuilding. Après, je ne vais pas cracher dans la soupe, j'ai été moi-même bodybuilder et en poids lourd. J'aime beaucoup cette catégorie aussi parce qu'elle demande énormément de travail, parce que ça reste quand même incroyable, spectaculaire et on ne peut que respecter les athlètes qui vont jusqu'à ce niveau. Et bien évidemment, pareil, pour ce qui est bikini, etc., ce sont des critères différents, mais cela demande beaucoup de travail. Donc, je vous aime tous. On a Nico qui nous demande... Peux-tu expliquer la recharge de compète, sel, arrêt eau, potassium, car cela a changé apparemment. Nico, je t'invite absolument à voir ma vidéo sur l'hydratation si ce n'est pas fait. Regarde cette vidéo et viens me dire en commentaire si elle t'a suffi, sinon j'en referai une peut-être à l'avenir. En tout cas, je donne déjà pas mal d'indications sur ma façon de procéder pour arriver sur scène en pleine forme, avec le moins de rétention d'eau possible et surtout en pleine santé. Voilà les amis. Je pense que nous avons fait le tour des questions. J'espère en tout cas que ce petit épisode FAQ vous a plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas. Allez-y, vous savez quoi ? Postez en dessous en commentaire vos questions que je traiterai lors d'une prochaine FAQ. N'hésitez pas vraiment, encore une fois, à liker, à commenter, posez vos questions et surtout à vous abonner, ça c'est le plus important. Bien évidemment, encore une fois, si vous voulez faire le plein de compléments alimentaires, eh bien c'est sur ironshark.fr que ça se passe. Toujours moins 10% avec le code ironshark10. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour les amis. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, une très bonne journée, un bon appétit. Et on se retrouve très vite les requins. Ciao, ciao!